Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette page immédiat. On va prendre un petit peu de hauteur. On va rejoindre un philosophe, romancier, essayiste, conférencier, réalisateur et scénariste. C'est Olivier Pourriol qui est confiné évidemment chez lui. Bonjour Olivier, voilà, je le mets à l'écran Bonjour tout de Franck. suite. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir, même par écran interposé finalement. Alors, vous avez édité il y a quelques mois un ouvrage intitulé Facile, l'art de réussir sans forcer, hein, chez Michel Lafon. Mais Olivier, en ce moment, il y en a quelques-uns qui ne forcent pas trop. Est-ce que c'est une aubaine, une chance ou une contrainte, justement? Je suis pas sûr qu'il y en ait qui forcent pas trop. Si vous pensez aux élèves qui sont chez eux, leurs parents se forcent beaucoup à essayer de remplacer le corps professoral. Et eux-mêmes, je pense qu'en étant chez eux plutôt qu'à l'école, ça leur demande beaucoup d'efforts. Mhm. Je sais pas si c'est pour beaucoup de résultats, mais en fait, c'est très très compliqué, c'est très difficile d'organiser l'école à la maison. Donc, Ouais. c'est vrai que j'ai écrit ce livre sur la facilité. Alors, la facilité, c'est pas la paresse, ça n'a rien à voir. Mhm. J'ai essayé de collecter les recettes, les astuces, les analyses de philosophes, d'artistes, de créateurs, de mathématiciens, de musiciens, d'athlètes Mhm. aussi, Ouais. qui font des choses difficiles, tous, et tous ont un rapport à la facilité et à la difficulté qui est rarement celui qu'on croit. Mhm. Parce que quand on voit un virtuose, on a l'impression que c'est facile, mais on se doute bien que ça ne l'est pas. Mhm. On se doute bien que euh, qu'ils ont sûrement fait beaucoup d'efforts, affronté beaucoup de difficultés. Et si on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que le nombre d'heures euh, qu'ils ont passé à essayer de maîtriser leur art n'est pas proportionnel à la maîtrise qu'ils en ont. Et même le savent, ce n'est pas en forçant qu'ils ont atteint l'excellence. Et donc il n'y a pas du tout de proportion non plus directe Mhm. entre le temps passé à travailler et le résultat obtenu. Donc je me suis intéressé à ça de près et voilà, c'est le résultat, c'est le livre dont vous avez parlé. C'est ça. Alors pour revenir aux élèves, Olivier Pourriol, en ce moment il n'y a plus de notes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'échecs, il n'y a que de l'acquis finalement. Un acquis en plus à vitesse personnalisée. Donc c'est plutôt une chance d'avancer à ce rythme pour les élèves. Alors, oui et non. D'abord, il y a encore des notes. Mhm. Si vous faites référence au fait que les notes pendant le confinement, uniquement pour les classes de terminale et pour ceux qui passent le bac, ne seront pas prises en compte, c'est vrai, c'est le cas, mais ce n'est pas le cas pour les autres classes, pour les autres niveaux. Et vous avez des notes qui actuellement sont distribuées. Par exemple, moi j'ai un de mes enfants qui est en classe de quatrième Ouais. et qui rend ou pas les devoirs, mais ceux qui rendent les devoirs ne sont pas du tout à l'abri d'une mauvaise note. Il y a un copain qui a fait l'effort de rendre un devoir et qu'un tiers de la classe qui avait rendu la rédaction, il a eu 8. Et c'est vrai qu'on voit pas trop l'intérêt de travailler si en plus de ça on a des mauvaises notes. Donc justement, il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas encore décorrélé Ouais. le fait Ouais. de travailler et la notation. Et pour ce qui est des acquis, faut pas oublier qu'il y a une inégalité énorme entre Mhm. ceux qui sont capables de travailler de manière autonome, ceux qui sont capables de travailler parce qu'ils sont aidés par des parents qui ont des techniques d'apprentissage, Bien sûr. et par ailleurs, bon, évidemment, d'avoir des parents à la maison, c'est aussi une punition pour les enfants si les parents se transforment en professeurs. Même si ses parents sont professeurs et surtout s'ils Ah le oui, sont. Donc, c'est vrai. moi, j'ai des amis profs. Il y en a une qui m'a confié qu'elle était en train de transformer son fils en probablement en amoureux de l'école. S'il sera très très soulagé de sortir du confinement pour pouvoir enfin échapper à sa mère professorale qui est en train d'accumuler sur ses épaules l'emploi du temps habituel, hein, plus des tâches supplémentaires. Donc ça pose un problème énorme et ça nous montre bien qu'une société, comment dire, c'est fait d'irremplaçables. Je me permets de citer mon amie Cynthia Fleury qui a écrit un très beau livre sur le sujet qui s'appelle Les Irremplaçables. Dans le monde contemporain, on a souvent l'impression, ou on nous le fait sentir souvent qu'on Mhm. est tous remplaçables. Mhm. Eh bien, c'est l'inverse. On voit bien que les professeurs ne sont pas remplaçables par les parents. Et je pense qu'en sortant du confinement, tout le monde sera d'accord pour le reconnaître.
Alors, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, notamment le télétravail, bien sûr, puisque les élèves sont aussi en télétravail. Comment vous voyez les choses, Olivier, sur ce télétravail? Comment les entreprises vont pouvoir manager leurs employés en télétravail? Alors, c'est deux sujets très différents. C'est vrai que les élèves, pour l'instant, ils sont plutôt en télé-loisirs, je dirais, qu'en télétravail, parce qu'on voit bien que le temps scolaire est quand même suspendu et qu'on peut pas d'un côté, parce qu'en quand même, actuellement, la doctrine, pour parler comme le gouvernement, c'est que à l'école, on interdit les écrans. Mhm. Euh, les rares qui sont accessibles sont vraiment très rares, avec un usage très encadré, voire très incompétent. Et les téléphones portables sont rigoureusement interdits, même pour la communication ultra nécessaire. Et là, soudain, une espèce de bascule absurde, où soudain, pour avoir le droit de suivre l'emploi du temps, il faudrait avoir une connexion de bonne qualité, avoir les Ah ouais. outils Mhm. et maîtriser toutes les applications, les logiciels, etc., qui jusqu'ici étaient interdits. Donc c'est quand même une injonction ultra contradictoire. Et je ne sais pas trop comment pour une doctrine du ministère de l'Éducation serait capable d'intégrer ça à la sortie de confinement. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas revenir comme avant à la simple interdiction d'outils qui ont montré leur utilité. Ouais. Et on ne pourra pas non plus passer au tout numérique, puisqu'on voit bien que ça ne sert à rien et que c'est pas comme ça qu'on crée de la relation d'apprentissage. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis comme tout le monde, en observation. Mhm. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas pour ma part, mes enfants en âge scolaire sont hélas loin de moi, mais bon, c'est lié à la situation personnelle et géographique et de respect des règles de confinement. Donc à partir du moment où j'ai su que je serais séparé d'eux pour un temps indéterminé, j'ai renoncé complètement à guider dans le temps disciplinaire scolaire et j'ai des échanges avec eux où justement j'essaie d'être autre chose Oui. que le porte-voix du temps scolaire disparu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le ministre de l'Éducation, lui, parle de ces semaines comme du temps qui va être perdu et Mhm. qu'il faudra rattraper. Donc tout le monde a cette angoisse, évidemment, alors que les seuls qui vont devoir le rattraper sont ceux qui sont dans l'inégalité scolaire déjà au départ, Ah qui oui. n'ont pas les outils, qui n'ont pas les méthodes. Et ce qu'on a observé depuis de très nombreuses années et partout dans le monde, c'est que comment dire, la durée des vacances, par exemple, est toujours une aggravation des inégalités scolaires, parce que ceux qui ont des parents qui baignent dans la culture peuvent toujours baigner leurs enfants Mhm. dans la même culture sans avoir à faire d'efforts, et ceux qui n'y sont pas ben, voient la distance se creuser, s'aggraver, donc on va avoir des problèmes d'inégalité ultra graves, ça c'est certain. Mhm. Ah bah justement, à propos des vacances, les vacances scolaires vont avoir lieu. On va sortir du confinement pour aller aux vacances scolaires. Là aussi, c'est On n'a aucune idée, hein. D'abord, on ne c'est- sait pas quand ça va s'arrêter. ouais, On peut aussi faire l'hypothèse que la prochaine rentrée scolaire, c'est au mois de septembre. Parce que je vois pas comment une rentrée au mois de juin c'est ça. va pouvoir servir à quoi que ce soit à part dire au revoir à ses professeurs et à ses copains, ce qui peut être Ouais, aussi ouais, important dans une scolarité. ouais. Mais non, il y a plein d'inconnus et c'est pas la moindre. En tout cas, tous nos usages sont bouleversés. Ce qu'on observe, c'est sûr, c'est une surdigitalisation. Et vous parlez de télétravail, on Bien voit pas sûr. comment des parents soudain réduits à être des espèces de répétiteurs de leurs enfants fois 2 fois 3 parce que si on a plusieurs enfants, bah, disons c'est double ou triple peine. Mhm. L'idée qu'on puisse en même temps assurer le suivi de la scolarité de ses enfants, plus être en télétravail. Certains, j'entends qu'il y a des pratiques extraordinaires en ce moment de télétravail où, bien que profitant du chômage partiel mis à leur disposition, certaines entreprises, sur la base du bénévolat, qui est un mot donc, comment dire, détourné de son usage normal, Mhm. continuent à travailler à plein temps en télétravail, tout en Mhm. touchant le chômage partiel. Donc il y a des pratiques voilà, qui sont Mhm. en train de se mettre en place. Il n'y a que des vides juridiques en ce moment. Ouais. Et, il va falloir être très inventif et surtout, ça va être le moment comment dire, de réfléchir à est-ce que ça veut dire vivre ensemble en fait, hein, je crois que c'est ça la question. Ouais. Justement, vous avez du coup un poste d'observation. Vous allez changer des choses, vous, Olivier, après tout ça? Alors, j'ai envie de dire, hélas, c'est un des privilèges de. Moi, je suis écrivain et c'est vrai que ça change pas grand-chose dans la vie quotidienne, à part que ben, je vais plus chercher mes enfants à l'école euh, et j'ai pas leurs devoirs à faire. Enfin, j'ai pas leurs Mais, devoirs à suivre. ouais. Et Mais vous observez le monde?
Bah, on observe, mais je suis comme vous, hein, on est réduit à un poste d'observation. On Mhm. cherche surtout des canaux d'observation et on cherche des fenêtres, quoi. Après, le problème, c'est qu'on cherche plutôt les gens qui confirment ce qu'on pense déjà. Mhm. Ce qui est manifeste, c'est qu'il y a une perte de confiance terrible et qui va faire des. Enfin, pour moi, c'est le plus grand danger, c'est la perte de confiance dans le gouvernement et dans la représentation, et y compris Mhm. dans le système bancaire, etc. Donc ça va être très, 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 très compliqué Ouais, ouais. et très difficile à penser. On voit bien qu'il va y avoir un repli évidemment positif au sens où on va chercher les chaînes de production locales, les chaînes courtes. Mhm. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la reconnaissance sociale va se redistribuer complètement autrement et que les métiers qui étaient méprisés, on voit bien qu'ils sont nécessaires, mais qui sont nécessaires comme l'air qu'on respire. Mhm. Une caissière, un libraire de journaux, Bien sûr. Mhm. quelqu'un qui travaille dans les EHPAD. Ça nous pose des questions de vie ou de mort qui jusqu'ici étaient prises comme une ligne de plus dans un budget. Et là, on voit que quand en 2013, le ministère qui est celui de Macron à l'époque tire un trait sur la ligne des masques Ouais, pour économiser 15 millions ouais, d'euros, ouais. on voit le résultat quelques années plus tard. Donc il y a toute on dirait la réflexion sur ce que c'est la délégation de responsabilité et sur ce que c'est une responsabilité. Est-ce qu'il y a des conséquences à payer ou pas? On voit des gens qui ont l'autorité en ce moment se comporter de manière très très légère, très désinvolte. Et je pense que ça va creuser la fracture de confiance qu'on voit dans notre pays depuis au moins, Bah, de depuis. manière très visible, en tout cas depuis 2 ans. Ouais, ouais. Alors, on vit à travers les écrans, hein, Olivier, vous en connaissez quelque chose. Euh, cette mascarade de l'info, hein, avec ces présentateurs qui nous donnent de l'info, mais qui sont aussi dans la course au sensationnel. Quelle est votre observation, vous, au sujet de ces écrans de télé? Alors, il y a plein d'usages des écrans. Il y a aussi une prolifération de la fiction, où en fait il y a un rythme. On voit bien qu'on ne peut pas se gaver d'écran toute la journée parce que ça induit une dépression inévitable. Moi, je vous parle de ça. J'ai produit, enfin, j'étais scénariste de jeux vidéo, Ouais, ouais, j'écris de la fiction. ouais. Donc je suis du côté de la fiction. J'ai rien contre les écrans. J'ai baigné dedans très, très Mhm. jeune, avec un Amstrad. Je programmais Bien sûr. dans mon coin. Donc, les heures d'écran, j'ai toujours aimé ça. Mhm. Donc c'est moins les écrans que le fait que ce qu'on voit sur certains écrans bah, fait écran, au sens où ça fait obstacle à l'information, à la compréhension. Et ce qu'on voit, ouais, en fait, ce qui m'a frappé moi, dans l'histoire qui nous arrive, c'est que pour la première fois, je pense, depuis ma toute petite enfance, ce qui se passe à la télé me concerne, nous concerne. Et je pense que justement, il n'y a plus de distance entre les morts qu'on voit, enfin ce qu'on entend, et le danger qu'on court. On voit bien qu'il y a une corrélation directe et que soudain, il ne suffit plus d'éteindre la télé pour être à l'abri des catastrophes qu'on nous injectait Ouais, jusqu'ici, un peu comme dans 1984. ouais, ouais. Là, on voit On est bien qu'il y a partie un prenante. danger Mhm. et que voilà, un virus, en fait, voilà, c'est une réalité invisible qui affecte forcément et qui met en danger tout le monde et qui a transformé ce qu'on voit par la fenêtre. Alors qu'avant, si on voulait pas voir la télé, on regardait par sa fenêtre. Maintenant, on voit la même chose. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est ça, la Mhm. disparition de la distance Ouais. et le fait qu'on est tous concernés par ce qui est en train de se Mhm. passer. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tous ceux qui sont censés être des représentants, donc que ce soit des journalistes pour l'information, ils le font pas tous de la même manière, évidemment, leur métier, mais les membres du gouvernement ou les experts, donc il y a une prolifération d'expertise, Ah oui. ça, la plupart contradictoires, Mhm. et on voit bien que le gouvernement, par exemple, ne s'intéresse pas à la vérité. Le mot que j'entends le plus en ce moment, c'est le mot doctrine. Hier encore, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé expliquait que sur la question des masques, la doctrine, donc il ne s'intéresse pas à la réalité, il s'intéresse à la doctrine Mhm. du gouvernement n'avait pas changé. Donc on entend jusqu'à ce qu'elle change, et elle changera quand il y aura des masques. Mais pour l'instant, les masques sont toujours Toujours. inutiles Ouais. pour ceux qui ne sont pas soignants. Car ils sont Ils absents. commencent à être utiles, mais attention, pas des masques professionnels, mais pour ceux qui sont en deuxième ligne, on Mhm. dit, bon, bah là, c'est recommandé. Et on voit bien que c'est pas juste une gestion de la pénurie, c'est l'incapacité à dire la vérité. Et cette incapacité à dire la vérité n'est pas fondée sur une ignorance, parce que l'ignorance, c'est possible de la pardonner. Mais là, il y a un savoir très précis sur le fait que, comme il y a une pénurie, on ne peut pas dire qu'un masque est utile ou nécessaire.
Ça Voilà. veut- Et ça, je pense que c'est grave en fait, parce que le mot qui est employé par le ministre, qui est très convaincant d'ailleurs quand on l'écoute, Bien sûr. Ouais, ouais. si on ne pas ce qu'il dit, si on regarde juste son body language, comme disent les anglo-saxons, il parle d'humilité. Mhm. Et ça fait plaisir d'entendre dans la bouche de quelqu'un qui a la responsabilité de l'humilité. Mais là, l'humilité, ça consiste à reconnaître l'impuissance. Donc en fait, il y a toute une bataille sur les mots et on est tous invités à l'observer. Et on voit bien que chaque jour, ça change. Et là, pour l'instant, ce qui assure, on va dire, le- l'adaptation en temps réel, c'est plutôt les maires. Ouais. Et des maires, tu vois, par exemple, on a Estrosi, ancien motard, champion de moto, donc un fonceur, un peu avec un esprit d'entrepreneur, qui prend les devants, qui ne se préoccupe pas de cohérence nationale et qui a déjà rendu le port du masque obligatoire hier, Ouais. qui est le premier à avoir acheté directement de la chloroquine à Sanofi pour la faire livrer. Ouais. Donc on voit qu'en fait, chacun bricole et qu'à l'échelle gouvernementale, ils sont plus soucieux de cohérence que de bricolage. Et c'est ça qui va être le problème numéro un. Quand on cherche la cohérence, on refuse de bricoler, et quand on Ouais. refuse de bricoler, on va moins vite que la réalité. Olivier, vous pensez qu'il va y avoir une espèce d'inversion, c'est-à-dire que tout va repartir du peuple pour monter à Paris chez les dirigeants plutôt que l'inverse en ce moment? Alors c'est intéressant le mot inversion parce que en grec on dit catastrophe. Le mot catastrophe ça veut dire inversion et tous les films catastrophes vous montrent, hein, si vous avez le temps en ce moment de regarder des films catastrophes et c'est plutôt rassurant de les regarder parce que tant qu'on peut les regarder c'est qu'on n'en est pas victime. Dans tous les films catastrophes, que ce soit le Titanic, le jour d'après, ou même les films d'épidémie, vous avez toujours les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui font, qui prennent le pas sur les bourgeois, c'est-à-dire sur ceux qui parlent. Ouais, Et dans Titanic, par exemple, vous avez au début les premières classes qui pontifient, ouais. et puis quand il y a la catastrophe, on voit que c'est le garçon des troisièmes classes qui réfléchit en temps réel, qui sait agir, qui Mhm. prend les bonnes décisions. Et je ne crois pas, hélas, que ce sera le cas si on attend trop longtemps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une chance unique là d'avoir un renforcement, en tout cas des valeurs sociales. Applaudir les soignants tous les soirs à 20 heures, c'est très bien. Ouais. Il faudra s'en souvenir quand il n'y aura plus de danger de mort Mhm. imminent. Mhm. Et le problème, c'est souvent ça, c'est que on peut tout à fait imaginer que les gens en place restent en place en nous servant un discours de rigueur un peu à la Fillon à l'époque, puisqu'en temps de crise, avec la récession qui s'annonce là sur plusieurs mois, Ouais, plusieurs ouais. années, avec des bouleversements politico-économiques gravissimes qui se profilent, on peut tout à fait avoir des perles à morale ou des perles à rigueur qui vont trouver là, comment dire, matière Mhm. à proliférer. Mais vous pensez qu'on s'en rappellera dans quelques mois? On voit que les gilets jaunes, c'était très récent finalement, ça nous paraît très loin. Vous pensez qu'on s'en rappellera de tout ça et que on leur demandera des comptes aux gens qui dirigent? Je sais pas, en fait, la projection sur la mémoire, ouais, pour avoir passé du temps dans ma prime jeunesse en hôpital, en réanimation, et pour bien connaître, j'ai beaucoup de médecins autour de moi, Oui, le point commun, c'est que quand on a quelque chose de grave, dès qu'on en est sorti, on fait tout pour oublier. ouais. On oublie également la reconnaissance. Moi, j'ai été ami avec un très très grand, un des plus grands chirurgiens français, Mhm. qui est mort il y a quelques mois. Et la reconnaissance n'était pas la plus grande vertu des malades, parce que quelqu'un qui revient dans la vie normale a tout sauf envie de se souvenir Bien. de ce qui était grave. Et Ouais. c'est ce qu'on voit après les périodes de guerre. On voit plutôt la libération, c'est aussi une forme de libération des mœurs. On revient sur la vie individuelle, sur les plaisirs essentiels, parce que c'est essentiel le plaisir, quoi qu'on Mhm. en dise. Et donc il y a tout à fait un risque d'oubli. Et c'est pour ça, comment dire, faut pas être dans le ressentiment, parce que c'est un des pièges possibles du confinement, c'est qu'on tourne en rond, on a des passions tristes, on a, comme dit Nietzsche, des pensées au cul de plomb parce qu'on bouge pas assez. Et quand on retrouvera le grand air, ne serait-ce que celui des terrasses et de la légèreté, il y a des chances qu'on n'ait pas envie de penser Ah à oui. toutes les pensées qu'on a eues avant, Ouais. qu'on a envie de s'en nettoyer. Ouais. Donc il faut peut-être faire une promesse chacun de nous envers soi-même pour ne pas oublier. Et ne pas oublier, il faut que ça s'articule avec des actions précises, sans ressentiment et certainement pas des règlements de compte. Mhm. Voilà, donc il ne s'agit D'accord. pas de trouver des boucs émissaires, il s'agit de cultiver la bienveillance. Ce sont des vertus un peu rares en ce moment, parce qu'on Ouais. entend les gens qui ont l'autorité se comporter comme des moralisateurs de bas étage, que ce soit le préfet de police de Paris qui a trouvé une satisfaction à ses pulsions sadiques avec le droit de les exercer sans contrôle, ou que ce soit son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur,
qui n'a jamais si bien mérité son appellation, puisque là, soudain, il y a un rêve de ville, tout le monde serait confiné. Même il invite chacun à ne même pas faire sortir ses enfants, même une fois par semaine. Et il nous traite de stupides, il nous traite d'idiots, en oubliant que c'est pas des manières de parler à ses concitoyens dans une épreuve pareille. Mhm. Voilà, tout le monde a des gens malades autour de soi, Et oui, perd des tout le monde. proches, et Mm, peut-être malade. mm. On parle pas comme ça aux gens qu'on représente. Donc ça, j'espère qu'on l'oubliera pas. Et même si, vous voyez, comment dire, le préfet de police de Paris qui traite les gens de stupides est maintenu à son poste, parce qu'on comprend bien qu'il est là pour exercer ce que certains considèrent comme la violence légitime de l'État. Et j'espère bien aussi que quand on sortira de ce confinement, on n'oubliera pas que la violence n'est jamais légitime. Ouais. Et D'ailleurs, ça, c'est très important si on veut reconstruire quelque chose de l'ordre d'un tissu social où ça a du sens de faire des choses ensemble plutôt que les uns contre les autres ou ouais. sans les autres. D'ailleurs, j'ai une question qui m'arrive tout de suite, Olivier. Ce mot confinement, c'est pas plutôt le mot quarantaine qu'il faudrait dire plutôt que confinement? Non, parce que la quarantaine, on en sort au bout de 40 jours, comme son nom l'indique. Et, euh, et au fond, les pays qui provoquent, enfin, les pays qui utilisent la quarantaine actuellement, de manière très efficace d'ailleurs, que ce soit Taïwan, Mhm, Singapour mhm. ou Hong Kong. J'ai un ami qui est à Taïwan en ce moment, donc il m'a raconté comment ça se passe. Ouais, Alors, c'est pas une quarantaine, c'est une quatorzaine, avec un jour avant, un jour après, donc ça dure 16 jours. d'accord. Quand on est en quarantaine, c'est pour une raison très précise, c'est qu'on a été en contact avec quelqu'un de malade. Vous êtes chez vous, vous êtes payé pour rester chez vous, vous êtes rémunéré 30 euros ou 30 dollars, je sais plus, par jour. D'accord. Par contre, si vous sortez, c'est 33 000 dollars d'amende et ça finance d'ailleurs ceux qui restent chez eux. Vous voyez, Ah donc il y a oui, une espèce d'équilibre d'accord. étrange. Ils m'ont envoyé des photos à l'entrée du métro. Si on n'a pas de masque, on ne peut pas rentrer dans le métro et on prend une amende. Et 100% de la population porte un masque sans avoir besoin qu'on lui dise par ailleurs. Ah oui. Et voilà. Et donc, c'est dans ces pays-là qui sont ultra stricts et où il y a très peu de victimes du virus, où la circulation est libre, où personne n'est confiné, Mhm. à part ceux qui sont en quatorzaine, et bien voilà, tout le monde circule Ouais, librement et il y a une approche qui est simplement sanitaire, qui n'est pas moralisatrice. Et ouais, ça, ouais, c'est ouais, ça qui c'est nous ça. manque. Nous, en C'est France, exactement. Ouais. dès qu'on met une casquette à quelqu'un, il croit qu'il peut se permettre Ouais, de ouais, juger ouais. l'infériorité de ses compatriotes. Et ça, c'est vraiment insupportable. Allez, pour être un petit peu plus léger, Olivier Pourriol, c'est quoi votre emploi du temps? Vous faites quoi en ce moment? Eh ben, je fais ce que fait un écrivain. En fait, je lis, j'écris. Bon, puis j'ai un bébé Ouais. avec moi qui a 9 mois. Et donc, mon emploi du temps est le sien. Puisque on n'est pas à l'âge où on peut décider de à quelle heure on dort ou Ouais. on a faim. Et donc, voilà, un temps, euh, un temps réel, voilà, qui est un temps où on s'adapte à un enfant qui est tout petit. Et quelle musique vous écoutez aussi? Tiens, c'est très intéressant. Nous donner- Alors quand j'essaye de l'endormir, alors c'est vrai là, en ce moment il écoute, enfin on écoute, je sais pas, Patti Smith. Ouais? Moi j'écoute toujours à titre, je sais pas, c'est une musique qui me plaît. J'adore David Bowie, donc j'écoute en boucle un concert qui s'appelle Reality Tour. Yeah. J'aime beaucoup YouTube, mais je les écoute moins que d'habitude là parce que en temps normal, on tend à réécouter toujours la même chose. C'est vrai. Et si en temps confiné, on tourne en plus en boucle sur ce qu'on écoute, c'est un peu problématique. Donc j'essaie d'écouter des choses nouvelles. Et un peu de Chopin le soir pour endormir mon Bien. fils. Et puis voilà, les vidéos débiles que m'envoie mon fils de 13 ans, les parodies. Beaucoup de vidéos en ce moment, hein, beaucoup D'accord. d'imagination, beaucoup de créativité. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos de vidéos, un petit mot sur sur ces plateformes, justement, qui nous mettent, où on passe un temps infini à à chercher un film et on le trouve pas finalement. Vous êtes consommateur, vous, des plateformes vidéo? Oui, bien sûr, beaucoup. D'abord, moi, je travaille beaucoup sur les séries, sur les Mhm. films. Je fais un truc depuis plus de 15 ans qui s'appelle Cinéphilo, donc j'ai toujours Oui. été un grand consommateur de films et de séries, même si le mot consommateur là, Mhm. donne un arrière-goût un peu mauvais. Et oui, c'est vrai. Donc là, ce qu'on voit, de toute façon, c'était une tendance déjà lourde, mais quand on Mhm. voit que Disney lance sa plateforme Ah oui, en en plein. plein confinement mondial Ah oui. avec un succès immédiat, Ouais.
C'est évident que ça nous pose des questions sur ce que c'est notre statut de spectateur. Si un spectateur, c'est quelqu'un qui est vissé devant son écran 24 heures par jour et à qui il faut fournir son flux. Bon, c'est quelque chose qui était déjà prévu par Paul Valéry, hein. Bizarrement, j'ai retrouvé un texte il n'y a pas très longtemps où il disait qu'un jour les images arriveraient chez nous comme l'eau courante. Et là, on y est. Ah ben Alors, on la y est. question, c'est de savoir de quoi on a soif. Est-ce qu'on va Ouais. pas, est-ce qu'on va pas mourir de boire trop? euh, voilà, mais bizarrement, je regarde moins de séries. Alors, il y a plus de temps d'écran, Ouais. mais je regarde moins de séries que d'habitude. Parce que d'habitude, je tourne un peu le dos aux informations, et là, quand même, on les On regarde. regarde un peu. Mhm. Et puis, à un moment, on arrête, et on voit bien le plaisir de la fiction. Mhm. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui aussi lisent, hein. Il faut rappeler ce petit détail, c'est que la fiction, Et, même en images, souvent vient de fiction écrite, et que les images de l'imagination ont cet avantage de reposer les yeux. Donc la lecture peut être, je ne vais pas dire que la lecture repose les yeux, parce que ce serait faux, mais c'est pas le même rapport à la fiction, et on, et c'est vrai que j'essaye de lire un peu plus que d'habitude aussi. et on se nourrit et on s'évade aussi grâce à la lecture. Merci beaucoup, Olivier. Ah, merci Je vais Franck de garder vos questions. votre mot que vous avez dit tout à l'heure, le plaisir. Eh bien, prenez du plaisir, mesdames, messieurs, à lire ou à relire. Facile, l'art français de réussir sans forcer, aux éditions Michel Lafon. Vous pouvez l'acheter évidemment sur les sites internet. Merci, Olivier Pourriol. Ben, de rien, Franck, à À, bientôt. à bientôt, j'espère, oui. Au revoir. Au revoir.